L'année 2012, reboiser 1 hectare dans cette partie. Et pourquoi? Parce que là, c'est une tête de source. Les têtes de source représentent des points où l'eau part pour renflouer les bras de mer. Donc une zone humide, puisque dans le cadre des changements climatiques, il faut sauvegarder les têtes de source. Donc le projet préféré reboiser cette tête de source, et peut-être que le reboisement doit continuer pour pouvoir parer à la dégradation de cette partie qui représente une zone humide pour la contrée. Dans le site de Kakossa, en lieu et place de la plage, on retrouve aujourd'hui cette forêt artificielle. Nous sommes actuellement à Bardabon comme ça là. Bardabon, c'est là où on a fait le reboisement de 2011, la première année. Ça, c'est 10 hectares. 10 hectares de mangium et un demi-hectare d'anacardie. Le reboisement là permet de paravent au vent violent, ça devenu de la mer. Les brises contre les brises marines. Pour ce village de pêcheurs, un fumoir amélioré est prévu pour la conservation des poissons. Toujours en longeant cette plage, on se retrouve à un point qui, dans la situation de départ, expliquait toute la vulnérabilité du site. Nous sommes plus précisément sur le cordon dunaire de Bardabon. Ce cordon dunaire a été l'un des sites pour pouvoir évaluer le projet, la vulnérabilité du site de Kakossa. Pourquoi la vulnérabilité du site de Kakossa? Parce qu'on a trouvé que l'érosion était très très poussée à cette partie et qu'il y avait le cordon dunaire de Khilifili et le cordon dunaire de Bardabon étaient reliés. Mais par la suite, après 6 mois, après le passage de la mission en 2009, le cordon dunaire était complètement séparé par une brèche due à l'action de l'érosion de l'eau de mer. Aujourd'hui, avec l'intervention du projet renforcement de la résilience, la partie est moins exposée aujourd'hui. Si vous voyez, vous remarquerez que la végétation mangrovienne s'est déjà rétablie et la plage s'est rétablie. Le cordon dunaire entre Bardabon et le cordon de Khilifili a été relié par une plage et suivi d'une végétation d'Avicennia. Ici, l'impact de la mer est visible, comme en témoignent ces vestiges de forêt autrefois luxuriantes. Ici, l'aménagement des plaines est aussi à l'ordre du jour, mais avec un opérateur différent. Objectif, empêcher l'intrusion saline dans cette plaine risicole. Au chapitre des activités génératrices de revenus, il est constitué dans les différents sites des techniques améliorées qui visent à réduire la pression sur la nature. C'est le cas des meules casamançaises qui, avec peu de bois, permettent la production d'une énorme quantité de charbon de bois. À quoi ajouter les ruches kenyanes. Oui, le mode de fabrication des ruches kenyanes, c'est à la base des bois. Donc, tout juste pour sédentariser les abeilles. La cire par exemple, la gel et puis bon, le parfum qu'on peut mettre à l'intérieur des ruches à travers les baguettes qu'on peut appeler les abeilles. Traditionnellement, les ruches qu'on confectionnait au niveau des paysans auparavant, les ruches kenyanes, c'est la même chose. Il y a une période effective pour sédentariser les abeilles. Cette période, c'est la période des floraisons. Une ruche kenyane peut produire 20 litres au moins par an. 20 litres. C'est-à-dire parce qu'on récolte une fois par an. En appuyant cette initiative innovatrice, le projet vise un objectif. Cette technique a été conçue au Kenya, comme vous l'entendez. C'est une technique améliorée pour la production du miel. Vous savez, là aussi, dans nos campagnes, les récolteurs de miel utilisent la méthode traditionnelle. C'est-à-dire que pour enlever le miel, ils viennent, ils mettent le feu aux abeilles et beaucoup de colonies meurent pour peu de quantité de miel. Alors pour
conserver d'abord la biodiversité, conserver le couvert végétal et aussi améliorer le revenu. Et nous avons cru devoir introduire cette technologie dans ces milieux. Dans la zone de Kabak, en plus des plaines à aménager de façon ordinaire, le travail consiste à curer un canal qui s'étale sur une longueur de 4200 mètres. Bon, nous sommes à Manké, exactement, les plaines de Manké. Notre ONG a été mandatée pour faire les travaux de curage de ce canal qui s'étend sur 4200 mètres de long. Il était question d'enlever la vase et la tourbe qui étaient à l'intérieur. Vous remarquerez par endroits, la largeur elle est importante et par d'autres endroits on l'a fait en hachimo. C'est-à-dire on a déployé les gens afin de faire l'ouverture pour faciliter, comment j'appelle ça, l'écoulement de l'eau. Et qu'est-ce qui explique cette discontinuité? Bon, c'est parce que la partie là était mécanisée. Ça, c'est réalisé par les Chinois avant. Et comme nous, on avait mandat de venir vraiment curer, donc pour ne pas, comment j'appelle ça, venir jusqu'à un endroit et s'arrêter, c'est pourquoi on a essayé d'ouvrir une brèche jusqu'au niveau, comment j'appelle ça, des cocotiers là. Le fait que les dimensions ne soient pas les mêmes, quelle est la conséquence qui pourrait en... Bon, il n'y a pas tellement de conséquences parce que observez que ici le terrain est relativement plat. Oui, mais la largeur n'est pas la même. La largeur, bon, ça ne voudrait pas dire que bon, qu'il y aura, comment j'appelle ça, des bouchons par endroit. Non. La vitesse d'écoulement de ce côté, bien que ça soit rétréci, est plus importante que de cet autre-là. Donc vous pensez qu'il n'y a aucun risque de débordement ou d'envasement par endroit? Bon, envasement peut-être par le fait des hommes, parce que vous remarquez par endroit, les gens, ils creusent, ils mettent des, comment j'appelle ça, les mauvaises herbes là-dedans. Bon, c'est ce qui peut empêcher l'écoulement. À part cela, bon, la largeur n'a pas tellement d'influence, pas trop d'influence. Le curage de ce canal répondait à quel besoin? Bon, c'était pour préserver les deux périmètres-là des inondations. Pendant la période hivernale, il y avait une importante quantité d'eau qui tombe ici et qui séjournait longtemps. Par le fait que bon, le drain que les Chinois avaient réalisé était bouché depuis plus de 10 ans. Personne ne venait faire quelque chose là-dedans, désherber ou curer. Il nous a fallu 2 mois pour réaliser ces travaux. Le début, c'était au mois de décembre. Décembre, janvier, février, on avait presque fini. Et on est revenu sur des parties qui n'étaient pas en forme. Ici, il y a une centaine d'hectares, 117. Au dire parce qu'il y a un comité de gestion de ces différents périmètres-là. Donc le monsieur Bangoura, qui a en charge la supervision de ces périmètres, nous a donné 117 hectares comme superficie. Ici comme ailleurs, la communauté mesure la portée des travaux réalisés, à en croire ce témoignage. Il y a de cela 20 ans depuis qu'il n'y a pas eu de récolte ici. Mais grâce au projet, la récolte a été possible. Grâce à cet aménagement, la population de Kabak a bénéficié d'une énorme quantité de riz. Ça a vraiment réjoui la communauté de Kabak qui compte bénir les responsables de ce projet. Pour l'expert chargé des mesures d'adaptation, le constat est le suivant. Nous sommes dans le site de projet à Kabak. Nous constatons que le nettoyage d'abord avait été fait et le curage également a été fait. Bien sûr que par endroit, il y a des correctifs à faire, puisque nous avons trouvé que certains villageois sont venus creuser encore le lit du canal pour faire la brique et laisser entasser la terre là-dessus. Alors c'est des correctifs qu'il faut faire d'ici la tombée des premières pluies pour ne pas encore que la plaine soit envahie, inondée et que la circulation soit rendue difficile. Donc nous allons demander aux autorités de prendre les dispositions pour que ce correctif soit fait et aussi à l'opérateur pour que ce correctif soit fait dans les plus brefs délais. L'opérateur doit rectifier quelques parties qui n'ont pas connu quelques retouches de bêche et de pioche. Et là aussi, ce n'est pas grand, mais
doit veiller surtout à ce que son ouvrage ne soit pas altéré par les activités secondaires de quelques villageois. Zone de frais, la mangrove, en plus de son bois, est convoitée pour les espèces qu'elle abrite, d'où la cueillette des huîtres. Une méthode qui vise à couper les racines des palétuviers pour extraire celles-ci, ce qui du coup compromet la survie de cette forêt naturelle. Au lieu de cette pratique, le projet Résilience au changement climatique développe l'ostréiculture. Il y a 4 sites qui ont été retenus. À Kabaki, le site de Katonko a été retenu parce que l'activité principale ici, c'est d'abord l'agriculture. Après l'agriculture, c'est la récolte des huîtres. Et récolter une huître, c'est couper les racines des palétuviers. Si vous coupez les racines des palétuviers, les palétuviers peuvent tomber, donc ça peut détruire l'environnement. C'est pourquoi nous avons décidé de leur initier à la technologie d'élevage des huîtres. Au lieu de couper les racines des palétuviers, maintenant, la méthode que nous leur avons expliquée, il s'agit maintenant de l'élever les huîtres à partir des moyens que nous mettons à leur disposition. C'est nous qui avons envoyé les collecteurs, c'est les vieux pneus que nous ramassons dans la rue et avec un cordonnier, on signe un contrat. Le cordonnier ça a pour rôle de découper les morceaux de pneus en des dimensions que nous leur donnons. Ils vont perforer, ils nous donnent ces morceaux de pneus. C'est sur ces morceaux de pneus, nous montons sur un fil pour faire des collecteurs. Ces collecteurs sont attachés sur la mangrove pour permettre aux juvéniles d'huîtres de se fixer. Donc quand elles grossissent sur ces collecteurs pendant 1 mois, 2 mois, ces collecteurs sont enlevés sur les palétuviers et pour les venir les attacher sur les bâtis que vous voyez ici. Il y a aussi les cages. Les cages, c'est des fer de diamètre 12 que nous découpons en 50 cm de côté et nous faisons des carrés. Donc là, avec l'armature là, on fait recouvrir des anciens filets à gros maillage. Donc ce sont ces filets qui sont attachés ici. Dans ça, on met les juvéniles d'huîtres pour permettre leur grossissement. On peut vous montrer les... Reculez un peu. Dis-moi bien quand même. C'était pour vous montrer... Il y a lesquels là, bas. Ouais. Vous voyez, c'est une cage là, dans laquelle sont déposées les huîtres. Les huîtres grossissent mieux dans ces cages-là que dans la nature. Avec cette nouvelle technologie, est-ce que vous avez l'impression que seuls les produits d'élevage peuvent permettre aux populations de se passer de cette culture artisanale, c'est-à-dire celle qui consiste à aller couper les racines des palétuviers? Oui. Nous avons eu des informations, ce sont eux-mêmes qui nous ont appelés pour dire que vraiment ils sont contents de cette méthode-là. Parce qu'ils ont vérifié, lorsqu'on les avait dit d'envoyer l'échantillon pour les analyses bactériologiques, ils ont comparé les huîtres qui ont été élevées par eux par rapport aux huîtres qui sont dans la nature. Ils ont vérifié, ils ont vu que non seulement les huîtres qui sont élevées ont eu la masse de chair qui est là-dedans est plus grosse que celles qui sont sur la nature. Et en plus de ça, les huîtres élevées ont eu, c'est-à-dire c'est plus doux quoi. C'est plus doux par rapport aux autres. Parce qu'ici, il n'y a pas de saleté, c'est bien protégé. Cette nouvelle approche trouve chez les communautés rencontrées un engouement qui justifie toute leur adhésion. Les huîtres, nous en consommons et à part de cela, nous utilisons des huîtres pour la commercialisation. Les femmes passent par les méthodes de grille et peuvent griller ça, aller les revendre au marché. Nous avons trouvé personnellement que ce moyen-là est le moyen d'abord qui nous repose et après, ça peut nous empêcher aussi à créer des dégâts au niveau de la nature, comme ça se dit. Et la facilité est là. Et ça, la protection de l'environnement est assurée et nous avons aussi la conviction qu'il y a le privilège. En termes de rentabilité, pour ceux qui se livrent à cette activité, c'est que d'abord c'est moins fatigant. C'est moins fatigant, l'huître se reproduit dans l'eau et se développe dans l'eau. Donc elle est constamment immergée, elle filtre l'eau et elle grossit rapidement. Mais aussi, quand vous allez sur le marché aujourd'hui, avant, le kilogramme d'huîtres se vendait à 5 000 francs. Aujourd'hui, avec la rareté de ce produit halieutique, le kilogramme se vend à 25 000 francs. Donc, c'est vraiment une activité qui tend à se développer dans les 4 sites du projet.
Téléspectateurs de DTV, je pense que vous avez suivi avec nous tout ce parcours de Kabak Kakossa Kito. Le séjour a été 100% environnemental, en tout cas avec ces communautés, avec les experts du projet. Nous avons pu visionner c'est quoi la résilience, c'est quoi l'adaptation, mais c'est quoi aussi les changements climatiques à travers ce paysage pittoresque, d'accord, mais ce paysage qui est en proie à cette avancée du niveau de la mer, ce paysage qui est en proie aux effets néfastes du changement climatique. Je pense que le simple mot qu'on puisse dire pour conclure cette émission, c'est que tous pour la protection de l'environnement, pour que la Guinée puisse être une Guinée durable. En tout cas, on a vu à travers cette émission que la Guinée est immensement riche en matière d'agriculture, la Guinée est immensement riche en matière de biodiversité, mais il faudrait que tous se donnent la main pour l'environnement, en tout cas un environnement sain et prospère. Tout le plaisir a été pour nous, encore une fois de plus, de vous savoir très nombreux scotchés à cette émission, qu'elle soit de la radio, version Planète Verte, et qu'elle soit aussi à la télé, version Planète Verte Magazine. Tout le plaisir a été pour moi, encore une fois de plus, de vous savoir très nombreux. Rendez-vous très prochainement.